euh, qui est ici, mais qui va se mettre debout tout à l'heure, je pense. Il est à l'aise pour pouvoir parler. Euh, voilà, Ottmar est professeur à l'université de Potsdam, il est titulaire de la chaire de littérature romane et il a soutenu sa thèse de doctorat sur José Marti en 90 à l'université de Freiburg et sa thèse d'habilitation sur Roland Barthes en 1995 à l'université d'Eichstätt, publiée en 98 chez Urca. Ottmar a également été accueilli comme professeur invité dans de nombreuses universités d'Amérique latine et aux États-Unis. Depuis 1914, il est membre d'honneur de la Modern Language Association of America, la MLA, et de nombreuses autres associations et sociétés en Allemagne, Société Leibniz par exemple, à Berlin. Euh, voilà, je ne vais peut-être pas les énumérer toutes, mais je voudrais insister sur deux points. Nous avons déjà eu l'occasion de. Enfin, nous nous connaissons depuis plusieurs années, mais Otmar, tu m'as rappelé à quel point tu étais engagé maintenant en Chine dans un centre que tu as fondé il y a quelques années. Et ça, c'est une chose assez originale, c'est-à-dire que c'est pas, tu ne vas pas là pour faire une conférence, mais en fait, tu y vas régulièrement, plusieurs semaines ou mois, même par an. Tu fais traduire Humboldt en chinois et ça marche, apparemment. La question étant pourquoi il n'a pas été traduit plus tôt, pourquoi il n'a pas été lu plus tôt, semble-t-il. Il y a là voilà, une invisibilisation aussi du point de vue chinois, hein, puisqu'en réalité, les contacts, l'intérêt de Humboldt était très grand pour la Chine. Bon, voilà, tu auras peut-être l'occasion d'en parler toi-même mieux que moi. Et voilà, je voudrais signaler par ailleurs que outre tes très nombreuses activités, publications, dans différentes langues, ça je veux aussi insister là-dessus, hein, plus international que Otmar, on meurt. Hein. Vraiment, donc il apprend toutes les langues et il les sait, il les parle, c'est pourquoi il va pouvoir nous parler en français. Bon, voilà. Euh, donc tout cela est bien agréable et de surcroît, voilà, tu as aussi essayé, tu as été tenté par la fiction et donc tu en es à ton deuxième roman avec un roman historique, hein, Mein Name sei Amo, voilà, que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais qui porte sur un philosophe noir allemand au XVIIIe siècle, hein, réel, hein, donc, mais c'est un roman. Voilà, donc, Otmar, à toi la parole. J'hésite toujours à signaler ça, mais je me permets quand même de dire non, je dis rien. Bon, d'accord, je dis rien du tout. Très bien. À toi. Merci. Okay. Merci, grand merci Sarah, grand merci Sylvie aussi. Je suis très heureux d'être parmi vous ici. C'est vraiment une joie. Enfin, je ne vais pas citer Barthes avec ce petit épisode sur une joie et sur l'honneur peut-être immérité, la joie de jamais. Mais évidemment, je suis très heureux d'être dans cette salle qui sent le bois, qui sent les livres, donc une ambiance que j'aime, que j'adore. C'est donc une vraie joie d'être ici. Alors, comme le français n'est pas ma langue maternelle, je vous prie de bien vouloir excuser certaines gaucheries de style, certaines choses que vous allez voir tout au long de mon parcours, qui sera à peu près 40 minutes, non, c'est ça? Donc, première image. Ah non, je voulais signaler tout de suite que je vais utiliser quelquefois une notion qui est un néologisme, vectopie. La vectopie, c'est pas l'utopie, c'est pas l'atopie, c'est pas la dystopie, etc. La vectopie, c'est la dimension vectorielle, c'est de vouloir être ailleurs toujours et toujours en mouvement. Donc, les trois personnages que je vais évoquer brièvement tout au long de mon parcours sont atteints du virus de la vectopie, donc d'être toujours ailleurs, pendant des décades, des décennies, pendant une trentaine d'années dans les trois cas. Alors, c'est quelque chose que j'ai travaillé à plusieurs reprises, la vectopie,
évidemment aussi dans le cas de Humboldt ou dans le cas de Forster, dans la littérature de voyage, où j'ai eu l'occasion voilà. Première image, je voulais vous poser la question, comment est-ce qu'on imagine le monde? Comment est-ce qu'on imagine le monde? Et quelles sont les images que nous avons tous, toutes en tête? Alors certainement, nous avons tous l'image du Lonely Planet, de la Terre, des États-Unis, où il y a une certaine constellation transatlantique qui est représentée, souvent. L'image de ce Lonely Planet, c'est à première vue la nature, mais évidemment c'est la culture. C'est la photographie est dirigée vers le nord, n'est-ce pas, comme nos cartes dans le monde occidental. Et cette dimension est en même temps élimine le mouvement de la Terre, mais élimine aussi ce qu'on ne voit pas, ce qui n'est pas visibilisé, hein, l'autre côté de la Terre. Donc, pour avoir une vision, une compréhension, mais aussi un contrôle, un pouvoir sur le monde, on invente des cartes. La cartographie mondiale qui est née pour ainsi dire, en 1500 avec le Mapa de Juan de la Cosa. Et c'est la première carte mondiale, disons, qui englobe le monde connu jusqu'alors, et dans sa totalité, dans sa rondeur, donc en même temps rend les trois dimensions en deux dimensions. Et c'est une projection, évidemment, comme on dit en géographie ou en cartographie, il faut toujours une projection pour représenter la totalité du monde, pour produire ce que on peut nommer un peu avec Wilhelm von Humboldt le total, donc l'impression totale du monde, l'illusion totale du monde. Alors, quand on regarde de plus près Juan de la Cosa, le mapa, le famoso mapa, on voit tout de suite que le pouvoir y est. Il est caché, pas trop caché, parce que c'est un map-monde qui inclut la division du monde déjà. Dans le premier dans la première représentation du monde, nous avons déjà une division du monde. Comme nous la vivons dans un contexte différent aujourd'hui aussi. Division du monde et contrôle du monde. Donc le pouvoir est toujours inscrit dans toutes les cartographies que nous avons développées tout au long de l'histoire du monde. Je pense que pour faire un peu vite, on peut différencier entre différentes traditions culturelles. Alors je vais en prendre trois, et je vais prendre trois figures emblématiques du voyage. Donc pour le monde occidental, ce sera Marco Polo, qui a été évoqué là, tout à l'heure. Pour le monde arabe, c'est Ibn Battuta, évidemment, que je vais prendre comme une figure une figure de vectopie, excusez-moi. Et pour le monde chinois, c'est Xu Xiake, le voyageur emblématique qui a passé 35 ans en voyage, à peu près. Donc, pratiquement toute sa vie. Alors, ce qui différencie le monde à l'époque du map-monde de Juan de la Cosa, c'est que les trois cultures que j'ai évoquées brièvement, ces trois cultures sont, disons, la chinoise et l'arabe est supérieure à l'occidentale à ce moment-là, en 1500. Et nous pouvons donc constater qu'il y a une différence de logique culturelle dans ces trois ensembles culturels qui évidemment sont hétérogènes quand on les regarde de plus près, mais qui représentent une certaine unité quand on voit les différences entre les différentes cultures.
certaine logique qui imprime pratiquement le dessin de ces cultures. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ces trois cultures, nous avons une culture chinoise qui est basée sur le tianxia. Tianxia, ça veut dire ciel, tout ce qui est sous le ciel. Je ne sais pas exactement comment on dit en français, mais vous comprenez, c'est ça. Tian, c'est le ciel, et xia, c'est sous le ciel. Tout sous le ciel. Et c'est une conception qui a 3000 ans à peu près, et qui est toujours récente, qui est toujours active dans la culture chinoise. Il s'agit d'un concept non centrifugal, mais centripétal, c'est-à-dire tout conflue dans la grande plaine du nord de la Chine. C'est une dimension qui a été évoquée par l'historien culturel Chao Tingyang, et il a évoqué ce mouvement qui est toujours vers l'intérieur, vers la plaine, vers l'intérieur de la Chine. Et le concept de Tianxia, c'est vraiment tout sous le ciel, mais ce monde-là est limité à la dimension chinoise. Évidemment, la Chine n'avait pas de colonie. La Chine avait des relations économiques, mais ne possédait pas de colonie. Le système était différent. On peut dire, grosso modo, qu'il y a deux conceptions du monde qui sont nées tout au long de l'histoire culturelle, la conception de Tianxia et la conception de la police grecque, sur laquelle est basée pratiquement sont basées toutes nos conceptions culturelles, politiques, etc. Alors que donc nous avons une vectoricité centripétale, en Chine, nous avons une vectoricité centrifugale dans la culture occidentale et dans la culture arabe. Et cette dimension est très nette si l'on compare, il suffit un peu, si l'on compare donc les voyageurs emblématiques Marco Polo et Ibn Battuta. C'est donc le voyage qui est une expression principale d'une condition culturelle sous-jacente et généralisée, pour ainsi dire. Une conception du monde, une politique aussi, mais pas politique basée sur la police, mais sur d'autres logiques aussi, comme la logique chinoise du Tianxia. Alors, quand les trois cultures entrent en contact, évidemment, ce sont des moments historiques différents. On peut dire qu'en 1500, il y a encore une prépondérance de la culture chinoise et certainement aussi de la culture arabe par rapport à la culture occidentale, mais avec les 4 phases de mondialisation accélérée, donc la première vers la fin du XVe siècle, on voit successivement la montée en flèche de la culture occidentale, basée sur l'expansion. Alors, quand je parle avec mes étudiants chinois, ils sont convaincus que c'est la culture qui est la plus durable sur Terre. Évidemment, nous avons un système d'écriture qui est le plus long, qui est le plus vieux, le plus ancien, qui est pratiqué encore aujourd'hui. Quand nous regardons du côté occidental, on a des changements d'écriture à tout moment historique. Si nous prenons par exemple l'épopée de Gilgamesh, il y a 5000 ans, nous voyons clairement qu'il y a en Mésopotamie un mouvement continuel entre les différentes villes. Et ensuite, nous avons une transférence du pouvoir vers l'Égypte, vers les États phéniciens, vers la Grèce, vers les polices de l'Italie, les villes importantes de l'Italie, vers l'Espagne, le Portugal, j'en passe, la Grande-Bretagne et la Hollande, et puis ensuite vers les États-Unis, la côte orientale et ensuite la côte occidentale. Évidemment, dans cette histoire, la Chine est bien placée parce que ce serait donc le prochain centre du monde. Et il est absolument clair que la culture occidentale est basée sur l'expansion et le mouvement.
il y a une discontinuité de langue, il y a une discontinuité d'écriture, il y a une discontinuité de toutes les conceptions spatiales ou spatio-temporelles de la culture occidentale. Mais nous voyons que moyennant ces 4 phases de mondialisation accélérée, on pourra en discuter un peu plus tard, nous voyons donc la montée, la domination du monde par le monde occidental, représentée déjà dans l'abattement de Juan de la Cosa. Alors, il y a un moment décisif qui est celui dans le 15e siècle. Au 15e siècle, nous avons la figure de Cheng He. Et Cheng He, c'est un navigateur chinois, vous connaissez certainement l'histoire, qui, dans son 6e voyage, a découvert pour ainsi dire, l'Amérique latine. Il longe la côte, nous possédons des cartes, une cartographie de tout cela, et avec des bateaux, avec une navigation bien supérieure aux moyens de navigation, de technologie, à la technologie occidentale. Et il revient en Chine, et la réaction, c'est qu'il sera mis en prison pendant un moment, il perd tous ses pouvoirs, il sera banni de la cour, et donc on détruit en partie les navires. En même temps, quelques décennies plus tard, il y a il y a 3 petits bateaux, de rien du tout, avec une navigation inférieure, qui s'approchent de ce que nous appelons l'Amérique aujourd'hui, et donc Christophe Colomb, quelques décennies plus tard, ce n'est pas comparable avec la flotte des Chinois, pas du tout comparable, mais quand même, à partir de ce moment-là, il y a automatiquement se déroule pratiquement le scénario imprimé ou formé par une vision de la colonisation, une vision eurocentrique d'une appropriation, etc. Tout ce que vous connaissez se déroule à partir de ce moment-là, n'est-ce pas? Évidemment, nous allons le voir brièvement avec Marco Polo, c'est déjà indiqué antérieurement. Hein, ce n'est pas une invention de Christophe Colomb. Colomb fait exactement ce qui est dans la logique de l'Occident. Tandis que Cheng He fait exactement ce qui est dans la logique chinoise, dans la logique du Tianxia. C'est-à-dire qu'il est confronté avec cette logique, il est confronté avec une vision sinocentrique, si j'ose dire ça, sinocentrique, où la Chine représente le centre. Les marginalismes, les marginalités de la Chine, ça ne les intéresse pas. Parce que c'est la barbarie, c'est pas le défi, et c'est pas la colonie, c'est pas l'attrait, disons, économique, financier, etc., extraction de métaux précieux, etc., mais c'est vraiment c'est quelque chose qui n'intéresse que dans une mesure très relative. Donc là, c'est, disons, sur le plan de l'histoire globale de notre planète, c'est le moment décisif. Et à partir de là, une expansion de la culture occidentale sur le monde, expansion dans toutes les directions, et les relations de voyage jouent un rôle important. Pourquoi les relations de voyage? Parce que la littérature est le seul moyen discursif qui traverse toutes les cultures, tous les siècles, tous les millénaires, et nous donne une idée à partir du Gilgamesh, à partir des premiers écrits chinois, à partir des premiers écrits de toutes les différentes cultures qui traversent pratiquement toutes les langues et nous donne une image non pas de la réalité, c'est bien le jeu de la fiction, c'est pas la réalité, mais c'est la réalité vécue. Et nous avons donc accès à différentes logiques
de la réalité vécue dans différentes cultures à travers de la littérature. C'est notre moyen d'accès pour avoir accès à une culture. La littérature de voyage est une littérature, pour ainsi dire, doublée parce qu'elle rend compte non pas seulement d'un lieu d'appartenance, mais aussi des différents lieux du voyage. Donc, différentes cultures. Évidemment, les cultures chinoises, arabes et occidentales ont réagi d'une façon différente au défi de la littérature de voyage. En Occident, on a rassemblé les différentes relations de voyage. Je ne nomme que Ramusio qui a réuni pratiquement tout le corpus, enfin une grande partie du corpus des relations de voyage pour collectionner, pour centrer le savoir sur le monde non européen en Europe. Ceci n'a pas été le cas, ou dans une moindre mesure, dans le monde arabe et dans le monde chinois, ça n'a pas eu lieu. Alors on peut se demander donc pourquoi il n'y a pas de Marco Polo ou de Ibn Battuta dans le monde chinois. Mais je vous ai déjà donné la réponse, parce que Tianxia, cette conception politique sous-jacente à l'histoire de la Chine, informe pratiquement le non-intérêt. Ou pas. Enfin, il y a des exceptions, il y a des moines chinois qui voyagent en Inde, etc. Évidemment, il y a des voyageurs individuels, mais il n'y a pas de collection pratiquement de voyageurs, il n'y a pas de voyageurs comparables avec Marco Polo et Ibn Battuta. Je ne vais pas, je crois que comme le temps court très vite, je ne vais pas insister sur le voyage de Marco Polo, qui en fait est un voyage qui en cache bien d'autres voyages, n'est-ce pas? C'est comme comment est-ce qu'on appelle ça en français? Des poupées russes, non? C'est-à-dire il y a différents voyages installés à l'intérieur d'un voyage qui dure de 1271 jusqu'à 1295. Et donc une très longue période qui, évidemment, dans l'histoire occidentale, a été préfacée, pour ainsi dire, par différents voyages. Giovanni Piandello ou William Guillaume de Rubruck, je ne sais pas exactement le nom en français, mais William Rubruck, qui pour le pape entreprend aussi des voyages vers 1250 vers l'Orient. Et donc, il y a le voyage de Marco Polo s'insère dans cette histoire de voyage qui se succèdent, mais c'est certainement le voyage le plus important du XIIIe siècle. Que plus tard, il va fixer sous l'aide d'un écrivain très familier avec les fictions de l'époque, Rustichello, qui va fixer ça en mittelfranzösisch, en français, quoi. Dans une langue postérieure au sermon de Strasbourg, mais antérieure au français moderne. Et donc, nous avons affaire à une situation qui est tout à fait particulière parce qu'il donne des informations pratiquement encyclopédiques sur les différents trajets de son voyage. Il y a toujours eu, n'est-ce pas, une certaine méfiance, un beau mentir qui vient de loin, on dit en français, en allemand c'est tout le contraire d'ailleurs, un proverbe exactement inverse. Mais en français, c'est exactement ça. Dis-le en allemand. Hein? Lügen haben kurze Beine. Traduction. Les mensonges ont des jambes courtes. Okay.
Donc, c'est pas exactement la même chose. Un beau mentir qui vient de loin. Et, euh, et donc, il est soupçonné d'avoir menti, etc. Mais il faut tenir en compte que la relation entre l'oreille et l'œil est différente épistémiquement par rapport à la croyance, à la réalité, disons, à la vision. Aujourd'hui, nous appelons tout ça par des métaphores visuelles, hein, la vision du monde. Mais l'écoute est aussi importante. Ce que l'on dit, recueillir l'écoute de l'époque, c'est aussi quelque chose qui est très important pour Marco Polo, comme pour Ibn Battuta d'ailleurs. C'est la même chose. Donc il ne faut pas juger selon les standards ou selon les normes contemporaines. Alors, ce qui est important, c'est qu'il donne aussi des détails par rapport au commerce, c'est-à-dire il indique exactement, comme bon commerçant vénitien, sur quels sont les termes de terms of trade, les termes de commerce, du commerce entre les différentes nations. Et il y a aussi, évidemment, vous le savez tous et toutes, il y a des informations aussi qui sont des informations sur l'anthropophagie qui seront plus tard qui sont projetées vers l'Ouest, vers les Amériques. Et évidemment, le voyage de Marco Polo va accompagner le voyage, celui de Battuta, mais il va accompagner aussi le voyage de Christophe Colomb. Donc l'impact de la littérature de voyage occidentale, c'est qu'elle est reproduite à plusieurs reprises, elle est collectionnée, disons, il y a un ensemble, un corpus qui se forme et qui informe pratiquement l'action des cultures occidentales, des différentes nations dans le monde occidental. Pour le cas de Ibn Battuta, nous regardons sa relation de voyage, nous voyons qu'il est originaire de Tanger. Tanger, on dit oui, Tanger. Et tout au bout de son voyage dans le monde musulman, son idée c'est d'aller là où il y a des musulmans. Et à Jiangsu, Shan, il rencontre un compatriote de Ceuta, donc pratiquement de la même région. Ils se tombent dans les bras et ils se racontent leur histoire du voyage. Et ce voyage est beaucoup moins dirigé vers le commerce ou vers la domination, mais vers la convivence, vers le vivre ensemble des différentes cultures. Il y a une hiérarchie très claire à l'égard des religions. C'est toujours le monde musulman qui est le plus beau, qui est le plus attrayant pour Ibn Battuta, mais ce qui l'intéresse, c'est aussi comment est fait le vivre ensemble dans les différents pays, par exemple en Chine, en Inde aussi, comment est-ce qu'ils organisent. C'est quelque chose qui n'intéresse pas vraiment Marco Polo. Pour Marco Polo, c'est plutôt la vision d'une domination. Il parle aussi de Kublai Khan, il représente le pouvoir mongol en Chine, et il voyage avec cette vision, disons, primordiale, dominante, et Ibn Battuta, c'est différent. Et il va utiliser aussi son voyage, il en parle tout au long de son voyage, qu'il utilise les informations qu'il a recueillies pour alimenter son propre voyage. Il pourra poursuivre le voyage parce qu'il y a des chefs, pour ainsi dire, qui lui payent son voyage pour avoir des informations sur d'autres lieux. Alors, ce qui est intéressant chez Ibn Battuta, c'est aussi une conception hiérarchique
une conception de la convivence. Si j'ose dire, si le mot existe, convivence, le vivre ensemble. Alors, quand on se tourne vers la culture chinoise, le voyageur emblématique, c'est Xu Xiake. Xu Xiake est quelqu'un qui a pratiquement voyagé pendant 35 ans, mais qui est originaire de Jiangsu et qui retourne toujours à son endroit d'origine. Et il entreprend donc toute une série de voyages. C'est pour ça aussi qu'on peut parler de vectopie, c'est-à-dire il ne se voit pas là où il est né, il se voit en train de voyager. Et cela est relativement semblable à la condition de Ibn Battuta qui part en Hajj et qui referme quand la boucle est bouclée, il referme cela avec un autre Hajj, son second Hajj, avant de partir en guerre, dans la guerre sainte contre l'Espagne. Mais dans le cas de Xu Xiake, il y a une réflexion continuelle sur la configuration de la Chine. C'est-à-dire que tous les voyages de Xu Xiake se situent à l'intérieur de la Chine. Et ces voyages sont des voyages qui précisent bien certains détails géographiques. Ainsi, par exemple, il essaie de trouver les sources du Changjiang, du Yangtze. Du Yangtze, je crois, c'est en français, du fleuve Yangtze. Et il les trouve, il les situe à peu près, il donne des précisions très très chères, très importantes pour la géographie chinoise. Et il est surtout axé sur les montagnes et sur l'eau. Alors ce sont les deux mots qui configurent le mot, les deux syllabes qui configurent le mot paysage. C'est d'ailleurs assez intéressant si l'on compare cela avec la théorie de Joachim Ritter sur le paysage et la subjectivation du sujet européen. Shan Shui 3, c'est la peinture de paysage, c'est la montagne et l'eau. Shan Shui. Et donc il est axé là-dessus. Il décrit, il qualifie inlassablement les montagnes et l'eau. C'est assez intéressant parce qu'évidemment c'est ce qui paraît fixe et ce qui paraît mouvant. Et cette compénétration, vous pouvez le retrouver dans la peinture chinoise, cette configuration est tout à fait extraordinaire. Mais il y a quelque chose qui n'existe pas chez Marco Polo ni chez Ibn Battuta, c'est une esthétisation du paysage. Pour la première fois, nous voyons dans les relations de voyage une esthétisation qui en Europe, dans le monde occidental, commence certainement, il y a certains précurseurs, mais avec Rousseau, avec la transparence et l'obstacle de Starobinsky, avec Rousseau, ou bien avec Bernardin de Saint-Pierre, pour le monde, l'esthétisation des montagnes dans le monde non européen. Mais Xu Xiake, ce bien antérieur, il part en voyage entre 1607 et 1641, quand il est mort. C'est-à-dire il a voyagé pratiquement jusqu'à sa mort, jusqu'à sa propre mort, pendant 35 ans. Et il a configuré les relations de voyage en mesure de ses propres exploits en esthéticien, si j'ose dire. C'est-à-dire la dimension esthétique est une dimension essentielle, ce qui est bien antérieur, les voyages de Marco Polo et de Ibn Battuta sont bien antérieurs à cette dimension du voyage. Mais il ne va aucunement au-delà des confins chinois.
il est très intéressé par les différentes ethnies qui maintenant sont regroupées sous le règne des Ming, sous la dynastie des Ming qui a succédé à la dynastie mongole que connaissait Marco Polo. Et la dynastie des Ming a continuellement essayé d'élargir le monde que connaissait Kublai Khan, le monde des Mongols. Mais tout ce qui est extérieur n'intéresse pas en tant qu'un... C'est pas un défi pour la culture chinoise. Donc, ce que nous pouvons constater dans ce bref tableau que j'ai essayé d'esquisser pour vous dans cette ouverture du colloque, ce que je voulais donc transmettre, c'est qu'il y a des logiques complètement différentes qui nous donnent une vision, une compréhension des différents lieux, des différentes cultures dans l'histoire globale, l'histoire mondiale à partir de 1500. Mais ce sont les littératures du monde qui nous informent sur la réalité vécue dans ces différentes cultures. Et la littérature de voyage, en faisant partie des littératures du monde, est un moyen incroyablement important pour avoir accès à cette dimension d'une culture, à cette vie d'une culture, à quelque chose de vécu à l'intérieur de cette culture, dans les logiques différentes que les cultures ont configurées. Et il faut donc tenir en compte ces différentes logiques pour avoir accès à une totalité du monde. C'était l'image que je voulais évoquer tout au début de mon petit discours. C'est-à-dire l'image du monde, d'un monde qui tourne, d'un monde qui change, d'un monde où nous avons toujours une partie visible et une partie non visible, où il y a une dimension continuellement qui se transforme continuellement, une dimension qui nous permet de mieux connaître notre propre position par rapport à des positions différentes des différentes logiques culturelles. Et la littérature de voyage, dans la diversité des logiques, nous donne bien accès à ce monde en mouvement. Merci beaucoup.